Chapitre 2. La femme de couleur et le blanc. L'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête. Mouvement d'amour, don de soi, terme final de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Énergétiquement, l'être aimé m'épaulera dans l'assomption de ma virilité, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera tout le long de ma vision du monde une superstructure valorisante. Dans la compréhension des phénomènes de cet ordre, le travail de l'analyste et du phénoménologue se révèle suffisamment ardu. Et s'il s'est trouvé un Sartre pour réaliser une description de l'amour échec, l'être et le néant n'étant que l'analyse de la mauvaise foi et de l'inauthenticité, il demeure que l'amour vrai, réel, vouloir pour les autres ce que l'on postule pour soi, quand cette postulation intègre les valeurs permanentes de la réalité humaine, requiert la mobilisation d'instances psychiques fondamentalement libérées des conflits inconscients. Loin, loin derrière, se sont évanouies les ultimes séquelles d'une lutte gigantesque menée contre l'autre. Aujourd'hui, nous croyons à la possibilité de l'amour, c'est pourquoi nous nous efforçons d'en détecter les imperfections, les perversions. Il s'agit pour nous, dans ce chapitre consacré au rapport de la femme de couleur et de l'Européen, de déterminer dans quelle mesure l'amour authentique demeurera impossible tant que ne seront pas expulsés ce sentiment d'infériorité ou cette exaltation adlérienne, cette surcompensation qui semble être l'indicatif de la Weltanschauung noire. Parce qu'enfin, quand nous lisons dans Je suis martiniquaise, j'aurais voulu me marier mais avec un blanc, seulement une femme de couleur n'est jamais tout à fait respectable aux yeux d'un blanc, même s'il l'aime, je le savais, nous sommes en droit d'être inquiets. Ce passage, qui sert en un sens de conclusion à une énorme mystification, nous incite à réfléchir. Un jour, une femme du nom de Mayotte Capétia, obéissant à un motif dont nous apercevons mal les tenants, a écrit 202 pages, sa vie, où se multipliaient à loisir les propositions les plus absurdes. L'accueil enthousiaste qui a été réservé à cet ouvrage dans certains milieux nous fait un devoir de l'analyser. Pour nous, aucune équivoque n'est possible. Je suis martiniquaise est un ouvrage au rabais prônant un comportement malsain. Mayotte aime un blanc dont elle accepte tout. C'est le Seigneur. Elle ne réclame rien, n'exige rien, sinon un peu de blancheur dans sa vie. Et quand, se posant la question de savoir s'il est beau ou laid, l'amoureuse dira « Tout ce que je sais, c'est qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, le teint pâle, et que je l'aimais. » Il est facile de voir, en remettant les termes à leur place, qu'on obtient à peu près ceci. Je l'aimais parce qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds et le teint pâle. Et nous qui sommes antillais, nous le savons que trop. Le nègre qu'un les yeux bleus, répète-t-on là-bas. Quand nous disions, dans notre introduction, que l'infériorité avait été historiquement ressentie comme économique, nous ne nous trompions guère. Certains soirs, hélas, il devait me quitter pour remplir ses obligations mondaines. Il allait à Didier, le quartier chic de Fort-de-France, où vivent les béquets martiniques, qui ne sont peut-être pas de race très pure, mais sont souvent très riches. Il est admis qu'on est blanc à partir d'un certain nombre de millions, et les béquets France, pour la plupart fonctionnaires ou officiers. Parmi les camarades d'André, qui comme lui se trouvaient bloqués par la guerre aux Antilles, certains avaient réussi à faire venir leurs femmes. Je comprenais qu'André ne pouvait rester toujours à l'écart. J'acceptais aussi de ne pas être admise dans ce cercle, puisque j'étais une femme de couleur, mais je ne pouvais m'empêcher d'être jalouse. Il avait beau m'expliquer que sa vie intime était une chose qui lui appartenait en propre, et sa vie sociale et militaire une autre dont il n'était pas le maître, j'insistais tant qu'un jour il m'emmena à Didier. Nous passâmes la soirée dans une de ces petites villas que j'admirais depuis mon enfance, avec 2 officiers et leurs femmes. Celles-ci me regardaient avec une indulgence qui me fut insupportable. Je sentais que je m'étais trop fardé, que je n'étais pas habillé comme il le fallait, que je ne faisais pas honneur à André, peut-être simplement à cause de la couleur de ma peau. Enfin, je passai une soirée si désagréable que je décidai de ne plus jamais demander à André de l'accompagner. C'est à Didier, boulevard des richissimes martiniquais, que vont les désirs de la belle, et c'est elle qui le dit. On est blanc à partir d'un certain nombre de millions.
Les villas du quartier ont depuis longtemps fasciné les yeux de l'auteur. D'ailleurs, nous avons l'impression que Mayotte Capétia nous en fait à croire. Elle nous dit avoir connu Fort-de-France très tard, vers 18 ans. Pourtant, les villas de Didier avaient charmé son enfance. Il y a dans ce fait une inconséquence que l'on comprend si l'on situe l'action. Il est habituel, en effet, en Martinique, de rêver à une forme de salut qui consiste à se blanchir magiquement. Une villa à Didier, son insertion dans la société de là-haut, la colline de Didier domine la ville, et voici réaliser la certitude subjective de Hegel. Et l'on voit assez bien, par ailleurs, la place qu'occupait dans la description de ce comportement la dialectique de l'être et de l'avoir. Tel n'est cependant pas encore le cas de Mayotte. On lui fait la fête. Les choses commencent leur ronde. C'est parce qu'elle est une femme de couleur qu'on ne la tolère pas dans ces cercles. C'est à partir de sa facticité que s'élaborera le ressentiment. Nous verrons pourquoi l'amour est interdit aux Mayotte Capétia de tous les pays, car l'autre ne doit pas me permettre de réaliser des fantasmes infantiles, il doit au contraire m'aider à les dépasser. Nous retrouvons dans l'emphase de Mayotte Capétia un certain nombre de traits qui illustrent la ligne d'orientation de l'auteur. Et chaque fois qu'il y aura un mouvement, un ébranlement, ce sera toujours en rapport direct avec ce but. Il semble en effet que, pour elle, le blanc et le noir représentent les deux pôles d'un monde, pôles en lutte perpétuelle, véritable conception manichéiste du monde. Le mot est jeté, il faut s'en souvenir, blanc ou noir, telle est la question. Je suis blanc, c'est-à-dire que j'ai pour moi la beauté et la vertu, qui n'ont jamais été noires. Je suis de la couleur du jour. Je suis noir. Je réalise une fusion totale avec le monde, une compréhension sympathique de la terre, une perte de mon moi au cœur du cosmos. Si je suis noir, ce n'est pas à la suite d'une malédiction, mais c'est parce que, ayant tendu ma peau, j'ai pu capter tous les effluves cosmiques. Je suis véritablement une goutte de soleil sous la terre. Et l'on va dans un corps à corps avec sa noirceur ou avec sa blancheur, en pleine d'armes narcissistes, enfermés chacun dans sa particularité, avec de temps à autre, il est vrai, quelques lueurs menacées toutefois à leur source. Tout d'abord, c'est ainsi que le problème se pose à Mayotte. À l'âge de 5 ans, et à la 3e page de son livre, elle sortait son encrier du pupitre et lui flanquait une douche sur la tête. C'était sa façon à elle de transformer les blancs en noirs, mais elle s'est aperçue assez tôt de la vanité de ses efforts, et puis il y a Loulouse et sa mère, qui lui ont dit que la vie pour une femme de couleur était difficile. Alors, ne pouvant plus noircir, ne pouvant plus négrifier le monde, elle va tenter, dans son corps et dans sa pensée, de le blanchir. D'abord, elle se fera blanchisseuse. Je me faisais payer cher, plus cher qu'ailleurs, mais je travaillais mieux. Et comme les gens de Fort-de-France aiment le linge propre, ils venaient chez moi. Finalement, ils étaient fiers de se faire blanchir chez Mayotte. Nous regrettons que Mayotte Capétia ne nous ait point fait part de ses rêves. Le contact avec son inconscient en eût été facilité. Au lieu de se découvrir noire absolument, elle va accidentaliser ce fait. Elle apprend que sa grand-mère est blanche. Je m'en trouvais fier. Certes, je n'étais pas la seule à avoir du sang blanc, mais une grand-mère blanche, c'était moins banal qu'un grand-père blanc. Note. Le blanc étant le maître, et plus simplement le mâle, peut se payer le luxe de coucher avec beaucoup de femmes. Cela est vrai dans tous les pays et davantage aux colonies, mais une blanche qui accepte un noir, cela prend automatiquement un aspect romantique. Il y a don et non pas viol. Aux colonies, en effet, sans qu'il y ait mariage ou cohabitation entre blanc et noir, le nombre de métis est extraordinaire. C'est que les blancs couchent avec leurs servantes noires, ce qui n'autorise pas pour autant ce passage de Manonie. Ainsi, une partie de nos tendances nous pousserait assez naturellement vers les types les plus étrangers. Ce n'est pas seulement un mirage littéraire, ce n'était pas littérature, et le mirage était sans doute mince quand les soldats de Gallieni se choisissaient des compagnes plus ou moins temporaires parmi les jeunes Ramatoa. En fait, ces premiers contacts ne présentaient aucune difficulté. Cela tenait en partie à ce qu'était la vie sexuelle des Malgaches, saine et à peu près sans manifestation complexuelle, mais cela prouve aussi que les conflits raciaux s'élaborent peu à peu et ne naissent pas spontanément. Psychologie de la colonisation, page 110.
N'exagérons rien, quand un soldat des troupes conquérantes couchait avec une jeune malgache, il n'y avait sans doute de sa part aucun respect de l'altérité. Les conflits raciaux ne sont pas venus après, ils ont coexisté. Le fait que des colons algériens couchent avec leur petite bonne de 14 ans ne prouve aucunement l'absence de conflits raciaux en Algérie. Non, le problème est plus compliqué, et Mayotte Capessia a raison, c'est un honneur d'être la fille d'une femme blanche. Cela montre qu'elle n'est pas une fille en bas-feuille. On réserve ce terme à tous les rejetons des béquets de la Martinique. On sait qu'ils sont fort nombreux. Aubrey, par exemple, est réputé en avoir eu près de 50. Fin de la note. Et ma mère était donc une métisse? J'aurais dû m'en douter, en voyant son teint pâle. Je la trouvais plus jolie que jamais, et plus fine, et plus distinguée. Si elle avait épousé un blanc, peut-être aurais-je été tout à fait blanche. Et que la vie aurait été moins difficile pour moi. Je songeais à cette grand-mère que je n'avais pas connue et qui était morte parce qu'elle avait aimé un homme de couleur martiniquais. Comment une Canadienne pouvait-elle aimer un Martiniquais? Moi qui pensais toujours à monsieur le curé, je décidai que je ne pourrais aimer qu'un blanc, un blond avec des yeux bleus, un Français. Nous sommes avertis, c'est vers la lactification que tend Mayotte, car enfin, il faut blanchir la race. Cela, toutes les Martiniquaises le savent, le disent, le répètent. Blanchir la race, sauver la race, mais non dans le sens qu'on pourrait supposer, non pas préserver l'originalité de la portion du monde au sein duquel elles ont grandi, mais assurer sa blancheur. Chaque fois que nous avons voulu analyser certains comportements, nous n'avons pu éviter l'apparition de phénomènes nauséeux. Le nombre de phrases, de proverbes, de petites lignes de conduite qui régissent le choix d'un amoureux est extraordinaire aux Antilles. Il s'agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et toute Antillaise s'efforcera, dans ses flirts ou dans ses liaisons, de choisir le moins noir. Quelquefois, elle est obligée, pour excuser un mauvais investissement, de faire appel à des arguments comme le suivant. Un tel est noir, mais la misère est plus noire que lui. Nous connaissons beaucoup de compatriotes, étudiantes en France, qui nous avouent avec candeur, une candeur toute blanche, qu'elles ne sauraient épouser un noir. S'être échappé et y revenir volontairement, ah non merci. D'ailleurs, ajoute-t-elle, ce n'est pas que nous contestions au noir toute valeur, mais vous savez, il vaut mieux être blanc. Dernièrement, nous nous entretenions avec l'une d'entre elles. À bout de souffle, elle nous jeta à la face. D'ailleurs, si Césaire revendique tant sa couleur noire, c'est parce qu'il ressent bien une malédiction. Est-ce que les blancs revendiquent la leur? En chacun de nous, il y a une potentialité blanche. Certains veulent l'ignorer, ou plus simplement l'inverse. Pour ma part, pour rien au monde, je n'accepterai d'épouser un nègre. De telles attitudes ne sont pas rares, et nous avouons notre inquiétude, car cette jeune Martiniquaise, dans peu d'années, sera licenciée et ira enseigner dans quelque établissement aux Antilles. On devine aisément ce qu'il en adviendra. Un travail colossal attend l'Antillais, qui préalablement aura passé au crible de l'objectivité des préjugés en cours chez lui. Quand nous avons commencé cet ouvrage, parvenus au terme de nos études médicales, nous nous proposions de le soutenir en tant que thèse. Et puis, la dialectique exigea de nous des prises de position redoublées. Bien qu'en quelque sorte nous nous fussions attaqués à l'aliénation psychique du noir, nous ne pouvions passer sous silence certains éléments qui, pour psychologiques qu'ils aient pu être, engendraient des effets ressortissants à d'autres sciences. Toute expérience, surtout si elle se révèle inféconde, doit entrer dans la composition du réel et, par là, occuper une place dans leur restructuration de ce réel. C'est-à-dire qu'avec ses tares, avec ses ratés, avec ses vices, la famille européenne, patriarcale, en rapport étroit avec la société que l'on sait, produit environ 3/10 de névrosés. Il s'agit, en s'appuyant sur les données psychanalytiques, sociologiques, politiques, d'édifier un nouveau milieu parental susceptible de diminuer, sinon d'annuler, la part de déchets au sens asocial du terme. Autrement dit, il s'agit de savoir si la basic personality est une donnée ou une variable. Toutes ces femmes de couleur, échevelées,
en quête du blanc, attendent. Et certainement, un de ces jours, elles se surprendront à ne pas vouloir se retourner. Elles penseront à une nuit merveilleuse, à un amant merveilleux, un blanc. Elles aussi, peut-être, s'apercevront un jour que les blancs n'épousent pas une femme noire, mais ce risque, elles ont accepté de le courir. Ce qu'il leur faut, c'est de la blancheur à tout prix. Pour quelle raison? Rien de plus facile. Voici un conte qui satisfait l'esprit. Un jour, Saint Pierre voit arriver à la porte du paradis 3 hommes, un blanc, un mulâtre, un nègre. Que désires-tu? demande-t-il au blanc. De l'argent. Et toi, dit-il au mulâtre, la gloire. Et comme il se tourne vers le noir, celui-ci lui déclare avec un large sourire, je suis venu porter la malle de ces messieurs. Note. Le sourire du noir, le grain, semble avoir retenu l'attention de beaucoup d'écrivains. Voici ce qu'en dit Bernard Wolff. Nous nous plaisons à représenter le noir souriant de toutes ses dents à notre adresse, et son sourire, tel que nous le voyons, tel que nous le créons, toujours signifie un don. Fin de la note. Tout récemment, Étienne Bellé, parlant d'une de ses déconvenues, ma stupeur, adolescent, quand une amie, et qui me connaissait, se leva outragée de m'entendre lui dire en une circonstance où c'était le mot propre et le seul qui convint, toi qui es une négresse, moi, une négresse, ne vois-tu pas que je suis presque blanche? Je déteste les nègres, ils puent les nègres. Ils sont sales, paresseux. Ne me parle jamais de nègres. Nous en connaissons une autre qui avait une liste de dancing parisiens où l'on ne risque pas de rencontrer des nègres. Il s'agit de savoir s'il est possible au noir de dépasser son sentiment de diminution, d'expulser de sa vie le caractère compulsionnel qu'il apparente tant au comportement du phobique. Chez le nègre, il y a une exacerbation affective, une rage de se sentir petit, une incapacité à toute communion humaine qui le confine dans une insularité intolérable. Décrivant le phénomène de la rétraction du moi, Anna Freud écrit « Il consiste dans une défense de ce moi contre les excitations extérieures. Cette rétraction, en tant que méthode d'évitement, de déplaisir, n'appartient pas à la psychologie des névroses, elle constitue seulement dans l'évolution du moi un stade normal. Pour un jeune moi malléable, tous mes comptes subis dans un domaine se trouvent parfois compensés par des réussites parfaites dans d'autres. Mais quand le moi est devenu rigide ou qu'il ne tolère plus le déplaisir et s'en tient compulsionnellement à la réaction de fuite, la formation du moi en subit les fâcheuses conséquences. Le moi, ayant abandonné un trop grand nombre de ses positions, devient unilatéral, perd trop de ses intérêts et voit ses activités perdre de leur valeur. Nous comprenons maintenant pourquoi le noir ne peut se complaire dans son insularité. Pour lui, il n'existe qu'une porte de sortie et elle donne sur le monde blanc. D'où cette préoccupation permanente d'attirer l'attention du blanc, ce souci d'être puissant comme le blanc, cette volonté déterminée d'acquérir les propriétés de revêtement, c'est-à-dire la partie d'être ou d'avoir qui entre dans la constitution d'un moi. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est par l'intérieur que le noir va essayer de rejoindre le sanctuaire blanc. L'attitude renvoie à l'intention. La rétraction du moi, en tant que processus de défense réussi, est impossible au noir. Il lui faut une sanction blanche. En pleine euphorie mystique, psalmodiant un cantique ravissant, il semble à Mayotte Capétia qu'elle est un ange et qu'elle s'envole, toute rose et blanche. Il y a toutefois ce film, Vert pâturage, où ange et Dieu sont noirs, mais cela a terriblement choqué notre auteur. Comment imaginer Dieu sous les traits d'un nègre? Ce n'est pas ainsi que je me représente le paradis, mais après tout, il ne s'agissait que d'un film américain. Non, vraiment, le Dieu bon et miséricordieux ne peut pas être noir. C'est un blanc qui a des joues bien roses. Du noir au blanc, telle est la ligne de mutation. On est blanc comme on est riche, comme on est beau, comme on est intelligent. Cependant, André est parti vers d'autres cieux, porter le message blanc à d'autres Mayottes. Délicieux petit gène aux yeux bleus, pédalant le long des couloirs chromosomiaux. Mais, en bon blanc, il a laissé des instructions. Il a parlé de leur enfant. Tu l'élèveras, tu lui parleras de moi, tu lui diras, c'était un homme supérieur,
il faut que tu travailles pour être digne de lui. Et la dignité, il n'avait plus à l'acquérir, elle était maintenant tissée dans le labyrinthe de ses artères, enfoncée dans ses petits ongles roses, bien calés, bien blanches. Et le père, voici ce qu'en dit Étienne Bellé, un beau spécimen du genre, il parlait de la famille, du travail, de la patrie, du bon Pétain, du bon Dieu, ce qui lui permettait de l'engrosser selon les règles. Dieu s'est servi de nous, disait le beau salaud, le beau blanc, le bel officier. Après quoi, que je te la plaque selon les mêmes règles pétainistes et bondieussardes. Avant d'en finir avec celle dont le seigneur blanc est comme mort, et qui se fait escorter par des morts dans un livre où s'étalent des choses lamentablement mortes, nous voudrions demander à l'Afrique de nous déléguer un message. Note. Depuis je suis martiniquaise, Mayotte Capessia a écrit un autre ouvrage, La négresse blanche. Elle a dû s'apercevoir des erreurs commises, puisqu'on assiste à une tentative de revalorisation du nègre. Mais Mayotte Capessia a compté sans son inconscient. Dès que la romancière laisse un peu de liberté à ses personnages, c'est toujours pour accabler le nègre. Tous les nègres qu'elle décrit sont en quelque sorte des crapules ou des yabons bananias. Fin de la note. Elle ne nous fait pas attendre. C'est Abdoulaye Sadji qui, avec Nini, nous donne une description de ce que peut être le comportement des Noirs en face des Européens. Nous l'avons dit, il existe des négrophobes. Ce n'est d'ailleurs pas la haine du Noir qui les anime. Ils n'en ont pas le courage, ou ne l'ont plus. La haine n'est pas donnée, elle a à se conquérir à tout instant, à se hisser à l'être, en conflit avec des complexes de culpabilité, plus ou moins avoués. La haine demande à exister, et celui qui est doit manifester cette haine par des actes, un comportement approprié. En un sens, il doit se faire haine. C'est pourquoi les Américains ont subi la discrimination au lynchage, chacun de son côté. Aussi ne sommes-nous pas surpris qu'il y ait, dans les villes de l'Afrique noire, un quartier européen. L'ouvrage de Mounier, L'éveil de l'Afrique noire, avait déjà attiré notre attention, mais nous attendions, impatients, une voix africaine. Grâce à la revue d'Alioune Diop, nous avons pu coordonner les motivations psychologiques qui meuvent les hommes de couleur. Il y a un étonnement au sens le plus religieux du terme dans ce passage. M. Campion est le seul blanc de Saint-Louis qui fréquente le Saint-Louisien Club, homme d'une certaine position sociale puisqu'il est ingénieur des ponts et chaussées et sous-directeur des travaux publics au Sénégal. On le croit très négrophile, plus négrophile que M. Rodin, professeur au lycée Faidherbe, qui a donné, en plein Saint-Louisien Club, une conférence sur l'égalité des races. La bonté de l'un ou de l'autre est un perpétuel sujet de discussion enflammé. En tout cas, M. Campion est plus fréquent au cercle, où il a eu l'occasion de connaître des indigènes très corrects et déférents vis-à-vis de lui, qui l'aiment et s'honorent de sa présence parmi eux. L'auteur, qui était l'instituteur en Afrique noire, est redevable à M. Rodin de cette conférence sur l'égalité des races. Nous appelons cette situation un scandale. On comprend les doléances que présentaient à Mounier les jeunes indigènes qu'il avait l'occasion de rencontrer. Ce sont des Européens comme vous qu'il nous faudrait ici. On sent à tout instant que le fait pour le noir de rencontrer un toubab compréhensif représente un nouvel espoir d'entente. Analysant quelques passages du roman de M. Abdoulaye Sadji, nous essaierons de saisir sur le vif les réactions de la femme de couleur en face de l'Européen. D'abord, il y a la négresse et la mulâtresse. La première n'a qu'une possibilité et un souci, blanchir. La deuxième non seulement veut blanchir, mais éviter de régresser. Qu'y a-t-il de plus illogique en effet qu'une mulâtresse qui épouse un noir? Car, il faut le comprendre, une fois pour toutes, il s'agit de sauver la race. De là le trouble extrême de Nini. Un nègre ne s'est-il pas enhardi jusqu'à la demander en mariage? Un nègre ne s'est-il pas allé jusqu'à lui écrire « L'amour que je vous offre est pur et robuste, il n'a point le caractère d'une tendresse intempestive, faite pour vous bercer de mensonges et d'illusions. Je voudrais vous voir heureuse, tout à fait heureuse dans un milieu qui cadre bien avec vos charmes que je crois savoir apprécier. Je considère comme un honneur insigne et comme le bonheur le plus vaste de vous avoir dans ma maison et de me dévouer à vous,
corps et âme. Vos grâces rayonnaient dans mon foyer et mettaient de la lumière dans les coins d'ombre. Par ailleurs, je vous crois trop évoluée et suffisamment délicate pour décliner avec brutalité les offres d'un amour loyal, uniquement préoccupé de faire votre bonheur. Cette dernière phrase ne doit pas nous étonner. Normalement, la mulâtresse doit rejeter impitoyablement le nègre prétentieux, mais comme elle est évoluée, elle évitera de voir la couleur de l'amant pour n'attacher d'importance qu'à sa loyauté. Décrivant Mactar, Abdoulaye Sadji écrit: idéaliste et partisan convaincu d'une évolution à outrance, il croit encore en la sincérité des hommes, en leur loyauté, et il suppose volontiers qu'en tout, le mérite seul doit triompher. Qui est Mactar? C'est un bachelier, comptable aux entreprises fluviales, et il s'adresse à une petite dactylographe, toute bête, mais qui possède la valeur la moins discutée, elle est presque blanche. Alors, on s'excusera de la liberté que l'on prend d'écrire une lettre, la grande audace, la première peut-être qu'un nègre ait osé commettre. On s'excusera d'oser proposer un amour noir à une âme blanche. Cela, nous le retrouvons chez René Maran. Cette crainte, cette timidité, cette humilité du noir dans ses rapports avec la blanche, ou en tout cas avec une plus blanche que lui. De même que Mayotte Capétia accepte tout du seigneur André, Mactar se fait esclave de Nini la mulâtresse, prête à vendre son âme. Mais c'est une fin de non-recevoir qui attend cet impudent. La mulâtresse trouve que cette lettre est une insulte, un outrage, faite à son honneur, de fille blanche. Ce nègre est un imbécile, un bandit, un malappris, qui a besoin d'une leçon. Elle la lui donnera, cette leçon, elle lui apprendra à être plus décent et moins hardi, elle lui fera comprendre que les peaux blanches ne sont pas pour bougnoul. En l'occurrence, la mulâtraille fera chorus à son indignation. On parle d'envoyer l'affaire en justice, de faire comparaître le noir en cour d'assises. On va écrire au chef du service des travaux publics, au gouverneur de la colonie, pour leur signaler la conduite du noir et obtenir son licenciement comme réparation du dégât moral qu'il a commis. Un pareil manquement en principe devrait être puni de castration, et c'est à la police qu'en définitive on demandera d'admonester Mactar, car s'il recommence ses insanités morbides, on le fera dresser par M. Dru, inspecteur de police, que ses pareils ont surnommé le blanc très méchant. Nous venons de voir comment réagit une fille de couleur à une déclaration d'amour venant d'un de ses congénères. Demandons-nous maintenant ce qui se produit avec le blanc. C'est encore à Sadji que nous faisons appel. L'étude fort longue qu'il consacre aux réactions que provoque le mariage d'un blanc et d'une mulâtresse nous servira d'excipient. Depuis quelque temps, un bruit court par toute la ville de Saint-Louis. C'est d'abord un petit chuchotement qui va d'oreille en oreille, fait dilater les figures ridées des vieilles signoras, ranime leur regard éteint, puis les jeunes, ouvrant de grands yeux blancs et arrondissant une bouche épaisse, se transmettent bruyamment la nouvelle qui ébranle des « Oh, pas possible! Comment le sais-tu? Est-ce possible? C'est charmant! Ce que c'est tordant! » La nouvelle qui court depuis un mois dans tout Saint-Louis est agréable, plus agréable que toutes les promesses du monde. Elle couronne un certain rêve de grandeur, de distinction, qui fait que toutes les mulâtresses, les ninis, les nanas et les nénettes vivent hors des conditions naturelles de leur pays. Le grand rêve qui les hante est celui d'être épousées par un blanc d'Europe. On pourrait dire que tous les efforts tendent vers ce but, qui n'est presque jamais atteint. Leurs besoins de gesticulation, leur amour de la parade ridicule, leurs attitudes calculées, théâtrales, écœurantes, sont autant d'effets d'une même manie des grandeurs. Il leur faut un homme blanc, tout blanc, et rien que cela. Presque toutes attendent de leur vie durant cette bonne fortune qui n'est rien moins que probable, et c'est dans cette attente que la vieillesse les surprend et les accule au fond des sombres retraites où le rêve finalement se charge en hautaine résignation. Une nouvelle très agréable, Monsieur Darivé, européen, tout blanc et adjoint des services civils, demande la main de Dédé, mulâtresse de demi-teinte, pas possible. Le jour où le blanc a dit son amour à la mulâtresse, quelque chose d'extraordinaire a dû se passer. Il y eut reconnaissance, intégration dans une collectivité qui semblait hermétique, la moins-value psychologique, ce sentiment de diminution et son corollaire, l'impossibilité d'accéder à la limpidité, disparaissait totalement. Du jour au lendemain, la mulâtresse passait du rang des esclaves à celui des maîtres.
Elle était reconnue dans son comportement surcompensateur. Elle n'était plus celle qui avait voulu être blanche, elle était blanche. Elle entrait dans le monde blanc. Dans Magie Noire, Paul Morand nous décrivait pareil phénomène, mais nous avons appris par la suite à nous méfier de Paul Morand. Du point de vue psychologique, il peut être intéressant de poser le problème suivant. La mulâtresse instruite, l'étudiante en particulier, a un comportement doublement équivoque. Elle dit « Je n'aime pas le nègre, parce qu'il est sauvage ». Pas sauvage au sens cannibale, mais parce qu'il manque de finesse. Point de vue abstrait. Et quand on lui objecte que des noirs peuvent lui être supérieurs sur ce plan, elle allègue leur laideur. Point de vue de la facticité. Devant les preuves d'une réelle esthétique noire, elle dit ne pas la comprendre. On essaie alors de lui révéler le canon, battement des ailes du nez, un arrêt en apnée de la respiration. Elle est libre de choisir son mari, appel en dernier ressort à la subjectivité. Si, comme le dit Anna Freud, on accule le moi en l'amputant de tout processus de défense, si on en rend conscientes les activités inconscientes, on révèle et par là on rend inopérants ces processus de défense. L'affaiblissement davantage et favorisant le processus morbide. Mais ici, le moi n'a pas à se défendre, puisque ses revendications sont homologuées. Dédé épouse un blanc. Toutefois, chaque médaille a son revers. Des familles entières ont été bafouées. À 3 ou 4 mulâtresses, on a adjoint des cavaliers mulâtres. Or, toutes leurs camarades avaient des blancs. Cela fut regardé spécialement comme une offense faite à leur famille entière. Offense qui exigeait d'ailleurs une réparation, car ces familles étaient humiliées dans leurs aspirations les plus légitimes. La mutilation qu'elles subissaient portait sur le mouvement même de leur vie, sur la tension de leur existence. Elles voulaient, en référence à un profond désir, se changer, évoluer. On leur déniait ce droit. En tout cas, on le leur disputait. Que dire, au terme de ces descriptions? Qu'il se soit agi de Mayotte Capétie à la Martiniquaise ou de Nini Saint-Louisienne, le même processus s'est retrouvé, processus bilatéral, tentative de recouvrement par intériorisation de valeurs originellement interdites. C'est parce que la négresse se sent inférieure qu'elle aspire à se faire admettre dans le monde blanc. Elle cédera, dans cette tentative, d'un phénomène que nous appellerons hérétisme affectif. Ce travail vient clore 7 ans d'expérience et d'observation. Quel que soit le domaine par nous considéré, une chose nous a frappé, le nègre esclave de son infériorité, le blanc esclave de sa supériorité, se comportent tous deux selon une ligne d'orientation névrotique. Aussi, avons-nous été amenés à envisager leur aliénation en référence aux descriptions psychanalytiques. Le nègre dans son comportement s'apparente à un type névrotique obsessionnel ou, si l'on préfère, il se place en pleine névrose situationnelle. Il y a chez l'homme de couleur tentative de fuir son individualité, de néantiser son être-là. Chaque fois qu'un homme de couleur proteste, il y a aliénation. Chaque fois qu'un homme de couleur éprouve, il y a aliénation. Nous verrons plus loin, au chapitre 6, que le nègre infériorisé va de l'insécurité humiliante à l'auto-accusation ressentie jusqu'au désespoir. Souvent, l'attitude du noir en face du blanc ou en face de son congénère reproduit presque intégralement une constellation délirante qui touche au domaine pathologique. On nous objectera qu'il n'y a rien de psychotique chez les noirs, dont il est question ici. Toutefois, nous voudrions citer 2 traits hautement significatifs. Il y a quelques années, nous avons connu un noir, étudiant en médecine. Il avait l'impression infernale de n'être pas estimé selon sa valeur. Non pas sur le plan universitaire, mais, disait-il, humainement. Il avait l'impression infernale que jamais il n'arriverait à se faire reconnaître en tant que confrère par les Blancs et en tant que docteur par les malades européens. À ces moments d'intuition délirante, les moments féconds de la psychose, il s'enivrait. Et puis, un jour, il s'engagea dans l'armée comme médecin auxiliaire et, ajoutait-il, pour rien au monde je n'accepte d'aller aux colonies ou d'être affecté à une unité coloniale. Il voulait avoir, sous ses ordres des Blancs, c'est un chef, comme tel, il devait être craint ou respecté. C'est en fait ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait,
amenait les Blancs à avoir avec lui une attitude de noir. Ainsi se vengeait-il de l'imago qu'il avait de tout temps obsédé, le nègre effrayé, tremblant, humilié devant le seigneur blanc. Nous avons connu un camarade, inspecteur des douanes, dans un port de la métropole, qui était extrêmement dur aux visites des touristes ou des transitaires, car, nous disait-il, si tu n'es pas vache, ils te prennent pour un couillon. Comme je suis nègre, tu penses bien que les deux termes s'appellent. Dans Connaissance de l'homme, Adler écrit « Pour inventorier la conception du monde d'un homme, il convient de procéder à des investigations comme si, à partir d'une impression d'enfance jusqu'à l'état de choses actuelles, une ligne était tirée. En beaucoup de cas, on réussira de la sorte à tracer effectivement la voie où chemina jusqu'alors un sujet. C'est la courbe, la ligne d'orientation sur laquelle la vie de l'individu depuis son enfance se dessine schématiquement, car ce qui agit véritablement, c'est toujours la ligne d'orientation de l'individu, ligne dont la configuration subit bien certaines modifications, mais dont le contenu principal, l'énergie et le sens même subsistent, implantés et sans changement depuis l'enfance. Non sans une connexion avec l'entourage de l'enfance, qui plus tard se détachera du milieu plus vaste inhérent à la société humaine, nous anticipons et déjà on aperçoit que la psychologie caractérielle d'Adler nous aidera à comprendre la conception du monde de l'homme de couleur. Comme le noir est un ancien esclave, nous ferons aussi appel à Hegel et, pour terminer, Freud doit pouvoir concourir à notre étude. Nini, Mayotte Capétia, deux comportements qui nous invitent à réfléchir. N'y a-t-il pas d'autres possibilités? Mais ce sont là des pseudo-questions que nous n'envisagerons pas. Nous dirons d'ailleurs que toute critique de l'existant implique une solution, si tant est qu'on puisse proposer une solution à son semblable, c'est-à-dire à une liberté. Ce que nous affirmons, c'est que la tare doit être expulsée une fois pour toutes